bonjour à tout le monde. Je suis très content d'être ici pour vous parler de ce projet Chouchou. Catherine et moi, c'est quelque chose qu'on travaille. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Ça fait 8 mois qu'on l'a vraiment opérationnalisé. Dans le fond, on va séparer la présentation en 2 temps. Moi, je vais vous présenter un peu pourquoi on a fait ce projet-là, comment est-ce qu'on l'a monté. Catherine va après vous parler plus concrètement à quoi ça ressemble, vu qu'on est rendu vraiment à l'opérationnalisation, puis parler de l'expérience qu'on a là, à Sherbrooke. On va vraiment parler de l'expérience à Sherbrooke. On est loin d'être 2 dans ce projet-là. On est très nombreux. On est 2 centres, en fait, à avoir développé ça. Il y a Sherbrooke. On l'a fait avec l'hôpital Charlemagne du 6 Montérégie Centre pour, en fond, tout bâtir ce projet-là. On a eu l'aide de Dominique pour nous aider à organiser la recherche évaluative qui entoure ce projet pilote-là. Il y a toute une équipe de cliniciens aussi à Sherbrooke qui nous a aidés à bâtir ça. Mais depuis le début, on était aux 2 au début. Donc, c'est pour ça qu'on va vous parler de l'expérience que nous, on a eue, puis l'expérience qu'on a eue à Sherbrooke avec notre modèle de soins chez nous. Juste me représenter, oui, dans le fond, on dit beaucoup de choses. Moi, en fait, dans la vie, je suis un pharmacien clinicien, c'est-à-dire que vraiment, j'œuvre avec les patients. Je fais de la recherche on the side, mais mon dada, moi, c'est vraiment les soins du sport. Donc, nous, on prescrit de la chimiothérapie aux patients qui ont le cancer, puis je m'intéresse à tout ce qui va favoriser l'expérience des patients là-dessus, donc surtout minimiser les toxicités, améliorer, dans le fond, l'enseignement à ces patients-là, puis assurer la sécurité. Donc, c'est pour ça que je suis très, très impliqué dans ce projet-là. C'est pour ça qu'on l'aime. Je vais vous expliquer le contexte pré-pandémie, parce qu'on avait quand même pensé à ça avant la pandémie. On a utilisé la pandémie un peu comme tremplin pour nous permettre de partir le projet. On parle de suivi virtuel en milieu de vie. En fait, on avait... avant la pandémie, ça fait à peu près 5 ans qu'on a une quantité phénoménale de littérature, de présentation sur la façon de faire le suivi de nos patients qui ont des traitements contre le cancer. Le modèle traditionnel est un modèle où le patient qui doit commencer des traitements, que ce soit intraveineux, que ce soit des thérapies orales, reçoit un enseignement, on lui remet des documents écrits qui leur permettent de mieux comprendre les effets secondaires qui peuvent arriver, comment les prévenir, comment les traiter. Et s'il y a des problèmes, il y a un numéro de téléphone, il peut nous rappeler. Donc ça, c'était le modèle traditionnel qu'on avait. Puis depuis 5 ans, on a commencé à avoir beaucoup de littérature qui nous disent qu'on peut peut-être mieux faire, qu'il y a des patients pour qui ce modèle-là fonctionne, donc le fameux modèle d'empowerment, de dire on outille le patient puis ça s'arrête là. Mais là, on pense qu'il y a des patients qui échappent un peu à ce modèle-là. Il y a trop d'informations au moment où on leur donne ça, ou alors on ne leur donne pas l'information de la bonne manière, puis qu'il y aurait des façons d'aller rechercher ces patients-là, puis aller chercher un bénéfice clinique. Il s'est mis à avoir beaucoup d'expérimentation sur OK, on va changer la façon qu'on fait le modèle. Et il y en a certains de ces modèles-là qui sont apparus très gagnants, qui amélioraient la qualité de vie, qui amélioraient la persistance au traitement. Donc, dans le fond, les patients sont en meilleur état plus longtemps, peuvent recevoir leur traitement plus longtemps, vivre plus longtemps. Ça aussi, ça diminue les visites à l'urgence, ça diminue aussi la détérioration de la qualité de vie. Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'avantages à aller vers ces modèles de soins-là. Parallèlement à ça, un autre contexte, les fameux contextes des PRO, on entend beaucoup ça, les Patient Reported Outcomes, ou les résultats rapportés par les patients. Pendant longtemps, on a dit qu'un patient reçoit un médicament, c'est le clinicien qui dit si le patient le tolère bien ou non. C'est lui qui dit s'il est fatigué, s'il a eu un diarrhée grade 2, grade 3. Quand pour de vrai, le patient aussi est capable de rapporter ça, puis sa perception subjective des choses est beaucoup plus liée à sa qualité de vie puis à sa persistance au traitement que si on grade ça mathématiquement sur le nombre de diarrhées ou le volume de nausées que le patient va avoir. Donc, il y a ça qu'on savait qu'on est censé se mettre à utiliser les PRO en clinique. C'est pas quelque chose qu'on faisait beaucoup. Et même avant la pandémie, il y a un contexte de shift au niveau des thérapies anticancéreuses, qu'avant, c'était très intraveineux. Les patients reviennent à l'hôpital souvent, on peut les questionner, il y a une infirmière qui leur demande comment ça va. Puis là, on switch de plus en plus vers des thérapies orales en oncologie où le patient reçoit une prescription, il est chez lui. C'est des médicaments qui ont quand même un fardeau d'effets secondaires considérable. Et là, le patient se retrouve à être tout seul chez lui à devoir les gérer. Le contexte de la pandémie nous a permis de mettre en lumière cette population-là et d'avancer avec le projet. Je vous explique le modèle tout de suite. Je n'irai pas dire tous les modèles qui existent, mais celui qui nous a le plus séduit parmi la littérature qu'on regarde depuis les 5 dernières années. C'est une slide
c'est une diapositive qui arrive de l'ASCO de 2017. Donc, vous voyez, ça fait déjà 5 ans de ça. Puis ce qu'on présente, c'est un patient qui, dans la vie de tous les jours, donc le modèle classique qui est en haut, quand il se présente à l'hôpital pour voir son médecin, mais il y a différents obstacles. Il y a le fait qu'il y a un temps limité pour voir le médecin, donc il va sélectionner les 2-3 choses qui tient plus à sa tête, puis les petites toxiques, les petits effets secondaires vont peut-être être mis de côté, ou alors il oublie carrément, il y a eu des mauvais épisodes, après ça, il y a eu d'autres choses, il y a beaucoup de choses qui sont bousculées, puis il a oublié d'en parler. Une fois rendu à la maison, ben, il y a beaucoup de patients qui n'osent pas contacter l'équipe traitante parce qu'ils ont peur de déranger. Par exemple, ils ont vu à quel point on était dans le jus. Ou même s'ils veulent rentrer en contact, ils tombent sur des boîtes vocales où ils n'arrivent pas à parler à quelqu'un. Donc ça, c'est l'espèce d'approche réactive. Donc, c'est le modèle que pas mal tous les centres de cancéro, on utilise là au Québec. À l'inverse, ce qui était proposé, puis ce qui a montré tous les bénéfices, c'est de dire que si on est capable d'avoir une certaine redondance avec le patient en termes du suivi, donc être capable de dire on va le solliciter beaucoup plus souvent, mais au lieu de prendre un être humain qui va l'appeler à chaque fois, parce que ça demande beaucoup de ressources. Donc, cette approche active-là consommerait beaucoup de soins. Puis en même temps, ça nous forcerait à rappeler tous les patients qui vont bien, puis sans les déranger. Ça peut déranger quand même. Ce n'est pas eux qui choisissent le moment où on appelle. Ben, leur donner accès à une plateforme électronique qui leur permettrait, eux, de se loguer sur la plateforme, de remplir des questionnaires sur comment est-ce qu'ils vont. S'ils vont bien, ils vont bien. Et s'ils vont mal, selon leur perception du fait qu'ils vont mal, selon leur intensité des effets secondaires, ben, il y a une alerte qui est envoyée à l'équipe clinique, puis il y a une prise de contact qui est faite avec le patient, qui permet de prendre en charge tout de suite le souci de santé avant que ça devienne une complication. Donc, c'est ce modèle-là que nous, on a décidé d'adopter. Il existait déjà au Québec une plateforme pour permettre les suivis virtuels en milieu de vie. C'était utilisé pour les patients qui avaient une maladie pulmonaire obstructive chronique, pour les grossesses à risque. Il y avait différentes catégories de patients qui avaient déjà accès à ça. C'est une plateforme qui existe, on n'avait pas à la créer. Et ce qu'on a proposé, c'est de paramétrer cette plateforme-là pour être capable de l'adapter pour notre clientèle sous thérapie orale en onco. Donc, c'est notre clientèle cible pour l'instant, c'est les patients par voie orale, mais on s'entend que le modèle qu'on fait pourrait s'appliquer aussi pour nos patients en intraveineux. Cette plateforme avait déjà une raison d'être. L'idée, c'est de dire, bon, ben, la plateforme, on veut avoir un service qui est personnalisé. Donc, les alertes, les questionnaires, dans le fond, qu'on va faire, c'est en fonction de la maladie ou des médicaments que le patient va avoir. Ça permet un suivi à distance, surtout dans le temps de COVID. C'est quelque chose qui était déjà avant la COVID, on essayait de favoriser ça pour diminuer les allées et venues, mais ça permet de suivre à distance les patients, permet d'avoir une redondance dans l'enseignement. Ça permet, la plateforme, quand le patient dit qu'il y a de la diarrhée, il y a des messages d'auto-soins qui lui sont proposés, qui lui permettent déjà d'essayer des choses en attendant le contact. Puis l'idée, c'est d'aller favoriser, d'aller récupérer les patients que l'empowerment aurait échoué au premier abord, puis être capable d'aller rechercher ces patients-là, les permettre de s'activer. L'idée, après, c'est surtout de prévenir les aggravations. Ces petits effets secondaires-là, quand ils ne sont pas pris en charge, bien, des fois, ils deviennent des complications qui peuvent mener, dans le fond, à des hospitalisations ou des arrêts des traitements. Donc là, on n'a pas les bénéfices escomptés des thérapies qu'on avait proposées aux patients, puis il y a une détérioration, là, dans le fond, de la qualité de vie. Plus précisément, les objectifs qu'on a, puis qu'on a mis avec le projet, c'est qu'on veut absolument garder le patient dans son milieu de vie, mais tout en lui assurant des soins optimaux. Donc, les soins et services requis, on veut s'assurer de rien enlever au patient. C'est pas parce qu'on fait un suivi comme ça avec une plateforme électronique qu'on lui permet de documenter ces choses qu'on va lui enlever une ressource à l'hôpital. Donc, dans le fond, le patient qui dit oui à ce service-là, il y a exactement la même chose que tout le monde, plus la plateforme. Donc, c'est vraiment un service supplémentaire qui s'additionne et qui est complémentaire aux autres. En se fiant à la littérature, ce qu'on s'attend, puis l'un des objectifs de tout ça, c'est de diminuer les nombres de visites à l'urgence. En fait, ce qu'on veut diminuer, c'est toutes les visites imprévues. Donc, empêcher autant les visites à l'urgence que les visites médicales pour ces usagers-là et s'assurer que les patients qu'on doit rediriger vers nos consultants à l'urgence, qu'on doit rediriger vers une visite avec le médecin, que ce soit les bons patients puis qu'il y ait un taux de pertinence clinique très, très important. Comment ça fonctionne? Ben, la plateforme, elle est disponible sur tablette, sur téléphone portable, sur ordinateur. On a besoin d'avoir un accès à Internet. L'usager, il se log à sa plateforme. Il va répondre à ses questions et donc des questions qu'on va lui avoir données. Et selon ses réponses, ben, ça génère des alertes. Nous, il y a un clinicien qui, à chaque jour, regarde la plateforme. Puis quand il y a des alertes générées, on prend contact avec le patient selon la sévérité de l'alerte.
Je vous montre un peu la trajectoire rapidement. En gros, ben, quand le patient initie un nouveau médicament par voie orale, il y a un enseignement par un pharmacien spécialisé en oncologie. On analyse le dossier, interaction, tout ça, puis on procède, on lui donne des documents écrits, on lui fait un enseignement. Donc, tout ce qu'on faisait avant, on le fait. C'est juste qu'à la fin, on lui propose le suivi. S'il dit non, il a le droit au même suivi qu'il avait toujours, donc il a nos coordonnées, il peut nous rappeler s'il y a un problème. S'il dit oui, c'est là qu'on transfère l'information à une patiente partenaire. On demande au patient s'il accepte. Le patient partenaire a les contacts du patient, peut prendre rendez-vous avec le patient. Et là, c'est notre patiente partenaire qui a été Catherine pour tout le début du projet. Maintenant, on en a une deuxième qui s'appelle Lucie Lacombe qui fait un travail extraordinaire et elle prend le temps d'accompagner le patient, se loguer avec le patient, lui montrer comment la plateforme fonctionne. Et, oui, vas-y. Tantôt, M. Castel parlait de déroger aux règles. Ben dans ce cas-là, les patients, il y a quelque chose où on ose des choses que dans le système, on oserait peut-être moins. Quand les patients nous disaient ben moi, je ne suis pas familier avec Teams, ben avec quoi vous êtes familier? Avec Facebook? OK, on va se loguer sur Messenger. Vous êtes plus à l'aise avec Zoom? Vous êtes plus à l'aise avec FaceTime? Ben on va se loguer avec vous. Fait qu'on s'est vraiment adapté aux besoins du patient. Il y en a que je suis allée voir chez eux parce que ça ne marchait pas, ils ne réussissaient pas à se connecter. Puis une fois chez eux, « Ah, mon Dieu, que c'est simple, puis tout ça. » Fait que j'arrête là. Oui. De toute façon, j'ai presque fini. Puis en fait, après, c'est notre patient partenaire qui nous revenait, nous, à l'équipe clinique, pour nous dire, ah oui, avec tel patient, ça va marcher de telle manière. Il veut que ça soit 3 fois semaine, ou alors 2 fois semaine, ou 1 fois semaine. Et là, nous, dans le fond, on active le patient dans la plateforme et le suivi commence. Le patient va remplir des questionnaires que c'est le clinicien qui lui a mis à disposition. Il y a des questions dites un peu plus obligatoires en lien avec des symptômes attendus avec la molécule. Puis il y a plein de symptômes qui sont au besoin que le patient peut aller chercher si jamais il veut nous avertir de différents problèmes qu'il y a. On a une équipe tandem de pharmaciens infirmières chez nous à Sherbrooke qui regardons les alertes à tous les jours et qui prenons contact avec le patient. Puis, à chaque fois qu'on prend contact, on documente le dossier clinique informatisé qui permet, dans le fond, aux médecins, aux infirmières pivots, aux autres pharmaciens, dans le fond, à tous les cliniciens de l'hôpital de voir en temps réel les interventions qu'on prend. Je te laisse la parole. Puis, l'autre chose aussi, quand on prend contact avec le patient, s'il y a des informations que le patient nous communique aux patients partenaires, ben on l'ajoute dans le système pour que l'équipe clinique puisse le voir. Donc, qu'est-ce que ça a l'air, cette interface-là? C'est une interface qui est hyper simple, qui est vraiment, c'est hyper facile. On le voit ici, bon, au cours des derniers jours, quelle a été l'intensité de vos plaies dans la bouche ou la gorge au moment où c'était à leur pire. Le patient, s'il clique légère, c'est terminé, passe à une autre question. S'il clique comme c'était là, que c'était à une forte intensité, bien là, il y a des conseils pour quoi faire par lui-même. Si jamais il y a une plaie dans la bouche, disons, qui est visible facilement puis qui veut la montrer, ben prends une photo puis va dans fichier partagé, puis ça fonctionne exactement comme un courriel. Va joindre la photo qu'il souhaite partager, l'envoie au pharmacien. Fait que c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Puis quand on arrive avec les patients puis qu'on leur présente cette interface-là, moi, quand je me suis engagée dans ce projet-là, je le trouvais génial parce que pour moi, c'était une façon de diminuer l'anxiété pendant que j'aurais aimé ça, avoir ça pendant que j'avais mes traitements, même si je n'étais pas sous thérapie orale, j'étais sous thérapie intraveineuse, je voyais l'équipe souvent, mais en traitement du cancer, en chimiothérapie, notre corps ne réagit plus pareil comme avant, puis il y a plein de petites choses qui arrivent, puis on ne veut pas déranger, on n'ose pas rien faire, on se dit « Ah, c'est normal, j'ai le cancer, c'est l'enfer le cancer, fait que c'est normal que je vive ça », alors qu'il y a des solutions, il existe des choses, puis c'est ça que cette plateforme-là vient faire. Ça vient informer le patient qui n'est pas obligé de souffrir le martyre parce qu'il est en traitement de chimio. Alors, la bibliothèque de santé va permettre aux patients qui voient ces informations-là d'approfondir de façon séquentielle, en tout cas, d'aller plus loin dans l'information sur ce qu'il vit.
Puis ça permet aussi aux patients de normaliser ce qu'ils vivent. Ils se sentent moins dans un grand cas d'exception. Puis il y a des solutions qu'ils peuvent adopter avant d'aller plus loin. Pour le clinicien, il y a ce qui apparaît sur son écran le matin, c'est des choses comme ça où il voit, bon, évidemment, c'est des noms fictifs, là. Mavo-Olivier a 2 alertes élevées, 2 alertes modérées, puis 7 alertes faibles. Puis il a laissé un commentaire parce que aussi, les patients peuvent écrire à l'équipe clinique. Et ça, c'est tellement rassurant pour les patients de savoir qu'il y a un lien, qu'ils n'ont pas besoin de passer par 18 boîtes vocales ou 32 systèmes automatiques. Ils écrivent directement, puis ils reçoivent un retour. Ensuite, si on va plus loin, si le clinicien va dans le dossier du patient, bien là, il voit quelles sont les alertes, quel est le détail, il rappelle le patient, puis après ça, l'outil est génial en ce sens qu'il permet à tous les cliniciens qui sont dans l'équipe de voir les notes que les autres laissent dans le dossier. Donc, c'est un outil qui est facile d'accès, qui est simple pour les patients, qui est simple pour les cliniciens, puis qui amène des effets très concrets. Pour les patients, bien, comme je vous disais tantôt, c'est quelque chose qui est très rassurant. C'est un accès direct. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'urgence pour avoir de l'information. Ils ont juste à cliquer. Ça améliore l'empowerment des patients sur leur propre situation. Ça leur amène l'information dont ils ont besoin, s'ils en ont besoin. Puis, ça permet aussi de réduire certaines complications. Je me souviens de patients auxquels j'ai parlé qui disaient « Ah, ben oui, j'avais ça, mais bon, je pensais que c'était, comme je vous disais tantôt, là, je pensais que c'était normal puis qu'il n'y avait rien à faire. » Ben non, il y a des choses à faire. Puis, ça fait partie de l'espèce d'aura maléfique autour du cancer. Quand on se retrouve avec ce diagnostic-là, on est sûr que tout est infernal puis que c'est normal de souffrir. Alors qu'il y a bien des choses qui peuvent être apaisées puis atténuées. Pour les cliniciens, ben, ça favorise, ça facilite la priorité d'intervention. Ça permet de poser la bonne action au bon moment avec la bonne personne puis d'optimiser la gestion de la charge de travail. C'est aussi une façon c'est quoi le lien de tout ça avec la résilience? Ben, je pense qu'avec ce projet-là, on a amené le patient dans l'équation comme acteur dans la. M. Castel parlait tantôt d'engagement captant. C'était le patient qui effectuait son propre engagement captant. Cet outil-là permet aux patients d'être engagés de façon constante dans son suivi des symptômes. Il y a des patients à qui je disais, ouais, mais même si vous n'avez pas de symptômes ou même si c'est très léger, c'est important de le noter parce qu'une bonne journée, si ça s'aggrave, vous allez voir dans le temps comment ça a augmenté dans l'intensité, puis ça permet à vous, comme aux cliniciens, d'avoir une discussion éclairé sur comment ça a progressé, puis à partir de quand, c'était combien de temps après, je sais pas moi, l'augmentation de la dose, whatever. Et les patients qui comprennent ça, qui comprennent que cet outil-là devient un outil pour eux autres d'avoir du pouvoir sur ce qui leur arrive, ben c'est excellent. C'est vraiment bien trippant au niveau de la relation entre le clinicien puis le patient, mais d'introduire des patients partenaires dans la donne aussi, ça permet de répartir un peu la charge. Quand on parle avec des patients, ça c'est un effet collatéral du projet. Souvent, c'est des gens qui viennent juste d'avoir un diagnostic puis qui sont pris avec le choc traumatique là, de faire face à sa propre finitude comme quelque chose de très possible. C'est plus juste une éventualité lointaine. Et comme moi, je l'ai vécu, ma collègue aussi qui le fait l'a vécu, c'est pas quelque chose qui nous fait peur quand les patients nous parlent de ça. Ils peuvent décharger tout ce qu'ils ont par rapport à ça. Et personnellement, on ne l'a pas mesuré, mais je pense que cette décharge-là permet aux patients par la suite d'avoir une meilleure capacité d'enregistrer ce que les cliniciens leur disent
parce que c'est une période qui est très, très chargée émotivement. Donc, s'il y a des espaces, des safe spaces où on peut vider tout ça, bien, je pense que ça sauve du temps à d'autres cliniciens dans le parcours. C'est tout, hein? C'est ça.